puis le corps qui est rond. Contrairement aux autres autruches, je ne sais pas si je les ai montrées ou pas, on les reconnaît directement si c'est une outarde ou une autruche. C'est là par exemple, on sait de quoi il s'agit. Mais dès qu'il s'agit de ça, il faudra interpréter différemment. Ce site se trouve face au site que je vais vous présenter là, c'est Kaf Messiwer ou Kaf Msaoura, qui est un site aussi que Mme Roubaix a étudié et publié, parce que nous sommes devant une scène qui appelle à une interprétation. Elle fait face à ce panneau-là. Excusez-moi. C'est le Kaf d'Amos avec quelques figures. On voit bien que le thème félin ici devient dominant. Le personnage pratiquement absent, c'est un petit enfant avec un mouton. Et puis, l'élément important ici, le traitement de l'image, etc. On voit bien ce bovin, comment le dos est traité. Nous sommes pratiquement dans des signes de domestication. Cet animal, ce n'est pas un animal sauvage, c'est un animal domestiqué. On reconnaît, quand on regarde la rupestre de l'Atlas ou du Sahara, on reconnaît tout de suite si l'animal est domestiqué ou pas, par rapport au changement de couleur de la robe de l'animal. Et si la robe de l'animal a subi un traitement, et ce traitement est un signe de domestication. Ce qui nous rappelle le bovin de Kaf Tafana dans le mufle et aussi a subi un traitement par piquetage. Je vous invite à lire la publication de Mme Roubaix qui s'est attardée et qui a interprété cette scène de chasse des lions. Pour la première fois, le sanglier fait son apparition. Comment l'animal, le lion, a chassé et comment il est entouré par les siens. Et puis surtout le rôle de ces renards, de ces chacals, qui sont là aux aguets. On voit qu'il n'y a pas de violence, on ne voit pas de son, on ne voit pas de... Mais c'est une scène qui nous interpelle à faire une interprétation sur les symboles, la manière dont l'homme a réussi à communiquer, et à nous faire communiquer à nous aujourd'hui, en 2011, d'une heure présentielle, comment il interprétait son environnement. En dehors de l'Atlas, en dehors du Constantinois, maintenant, comme le temps va vite, en dehors du Constantinois ou de Tébessa, avec Adalzar qu'on a vu, où il y a de la rupestre, où il y a une présence humaine très ancienne, des remplissages ou les terrasses que Jawad nous a montrées, c'est des signes que ces territoires étaient occupés depuis longtemps, parcourus depuis longtemps, depuis la préhistoire la plus ancienne, depuis l'Acholéen, les Malobiotes, ça remonte à très très loin. Jusqu'à la période antique, ce territoire a été parcouru. Et je disais tout à l'heure, je ne sais pas à qui je le disais, que ces routes que les Romains ont tracées, elles étaient faites sur des routes d'échange entre les différentes régions. Ce qui permet de dire que l'homme ne s'est pas contenté, ne s'est pas sédentarisé en domestiquant un territoire, en s'appropriant un territoire, mais il a toujours bougé. Et cette manière de bouger va permettre à l'homme de laisser des traces, d'abandonner sur son passage, de laisser la trace de son passage. C'est comme cela que dans le reste de l'Atlas, cette chaîne de montagnes qui fait barrage au désert, avec des voies de pénétration, que ce soit à l'est, soit à l'ouest, etc., avec des plans d'eau, les nombreux plans d'eau, les chottes, on les appelle les chottes, l'homme sera aussi présent. Les thèmes qui sont traités ou représentés dans le Constantinois ou Tébessa, ils seront représentés dans le reste de l'Atlas saharien, et même dans la partie tunisienne, et même dans la partie marocaine. Et ces sujets, on a choisi avec Mme Roubaix quelques exemples, parce que
on a à peu près 300 à 400 figures dans le constantinois, on en a 10 fois, 15 fois plus dans le reste de l'Atlas sarrien. L'Atlas sarrien, il y en a à peu près 3000 à 4000 figures. Alors, ces figures, si on retient le thème majeur tout à l'heure, que ce soit le mouflon ou le mouton, on voit bien que le mouton est traité différemment en dehors du constantinois. Les panneaux du Khamdet el-Adjar nous montrent un ovin sur la protection de l'homme, auprès de l'homme, etc. Ici, l'ovin devient un objet de rite, un animal divinisé. On le voit bien avec ce sphéroïde sur la tête. Ou ici, la fameuse frise de Boileau, avec un personnage qui précède ce Tovis languipes. C'est le mouton à poil. On vous montre les exemples du constantinois, ici ou ici, l'ovin et le bovin. On voit bien que dans le constantinois, on a traité l'animal pour lui donner une signification, donc une manière de dire que cet animal est domestiqué, il appartient. Ce qu'on retrouve dans Oulad Naïl. On aurait pu vous montrer les figures de Djbel Amour ou des monts d'Exour, mais on a choisi les monts les plus proches des Aurès, d'Atmouilin. Le bovin est représenté domestiqué ou il est représenté dans son état sauvage en affrontement, ce qui n'est pas le cas dans le constantinois. On n'est pas dans une compétition, dans un affrontement, comme celui de Khamdet el-Adjar. Mais El-Risha, du côté de Djbel Amour, elle est en affrontement. La panthère de Khamdet el-Adjar, qui est représentée sans agression, sans montrer sa violence, mais tout le monde sait qu'une panthère peut attaquer pour se nourrir. Et bien c'est ce que cette scène très connue de Sfisifa, Sfisifa du côté d'Aflou, nous montre une œuvre majeure d'une mère éléphant qui protège son petit par sa trempe d'une attaque d'une panthère. Vous voyez bien une panthère qui est prête à attaquer. On reconnaît par le regard, on reconnaît par la manière dont est rendue cette figure, qui est prête à vouloir prendre l'animal le plus faible. L'animal le plus faible ici, c'est le petit éléphanteau qui ne peut pas se défendre. Et qui peut défendre l'éléphanteau si ce n'est sa maman. Mais la maman qui ne montre aucune nervosité. On remarque tout simplement que par sa trempe, le prolongement de sa trempe, elle protège son petit de l'attaque de cette panthère. C'est une lecture. Vous pouvez faire une autre lecture. En conclusion, un texte rapide que je vais vous lire. Deux grands thèmes s'imposent dans l'art rupestre algérien, dans sa majorité, globalement. Celui de la faune domestique, on vous a montré quelques figures d'animaux domestiques, et celui de la faune sauvage, on vous a montré comment la faune sauvage a été traitée. Tout ça, c'est des indices pour comprendre cet environnement holocène. La faune domestique en Algérie orientale est particulièrement bien présentée par des troupeaux. On l'a bien vu avec l'exemple de Khamdet el-Adjar. Elle est accompagnée d'un seul berger, il n'y a pas de chevauchement, pas de superposition, bouclier battant, figuration schématique, par exemple le caractère alphabétique qui va venir plus tard. Le pastoralisme est représenté par l'ovin, par le caprin, par le chien, par le bovin. Tout cet art-là est gravé, mais il est aussi ocré. Il porte des traces d'ocre rouges. Il est aussi peint, mais il est aussi en bas-relief. Dans l'Atlas saharien, ce thème est représenté de manière symbolique, un culte, comme le bélier de Boileau, par exemple. L'ovin est isolé, étonné d'une coiffe et d'un collier,
un signe de soumission de cet animal à l'homme. Il est souvent accompagné d'un personnage sans attribut, mais les bras levés, comme le personnage sous le bovin qui a les bras levés. Le bovin domestique est rare. Seul le cornage et le tapis de dos signalent une domestication probable. Aucun troupeau n'a été découvert, alors que les formes sauvages du bovin sont gravées avec réalisme, comme le combat de buffle des richas. Les thèmes ovins et au bovin en Algérie orientale et dans l'Atlas saharien sont traités différemment. Alors la question qui se pose, s'agit-il d'une différence à l'intérieur du même thème ou cela traduit-il des différences chronologiques? Ça, c'est le problème quand on essaie de s'intéresser à l'art rupestre saharien ou atlasique. Une faune sauvage accompagne cette faune domestique. L'éléphant est présent en groupe, de même que les félins, les canidés. Mais bien d'autres espèces sauvages fréquentent ces régions. Le mouflon, la gazelle. La gazelle, par exemple, est traitée différemment dans l'Atlas saharien, avec ce style qu'on appelle tazina, où les membres de l'animal sont effilés. Le rhinocéros, l'équidé, le sanglier, etc. Les figures de sanglier sont pas nombreuses. Donc on peut faire même un travail de statistique pour dire quel est le thème favori de ces hommes préhistoriques. Pour l'environnement, toutes ces formes sont révélatrices de biotopes divers et renouvelés, porteurs de pâturage. Parcourus par les rivières, c'est ce que j'ai dit pour le Constructima par exemple, tous les sites se trouvent à côté des oueds. Et c'est la même chose pour l'Atlas saharien, jusqu'à pratiquement Béchar. Cernon des lagunes en eau douce est parsemé de sources, parce que la majorité des sites s'appellent Aïn. Aïn Moulha, par exemple, la source salée. Sur le plan chronologique, l'Holocène humide, qui se place entre 8000 et 4500 BC, a été la période la plus favorable au développement et au maintien de toute cette forme. C'est ce que d'ailleurs, dans son intervention, Gérald nous a confirmé par son étude dans la région de Tébessa que cet Holocène-là était une période humide. Je l'ai dit tout à l'heure. La faune domestique apparaissant dans le reste Memcha dès 4500, 6e, 5e millénaire, celle que nous vous avons présentée bien sûr, étant donné que la faune des régions orientales se situe en territoire